Bonjour à tous, l'actualité de la semaine à venir, c'est dans Demain à la Une et c'est tout de suite avec nos chroniqueurs spécialisés. Nous allons commencer par les titres de cette édition. Le sommet de l'OTAN est organisé cette année du 8 au 9 juillet à Varsovie. L'occasion de faire le point sur les nouveaux défis auxquels fait face l'Alliance Atlantique, aussi bien à l'Est qu'au Sud, et montrer les muscles à la Russie par la même occasion. Le plus jeune pays du monde célèbre son indépendance le 9 juillet. Le Soudan du Sud, qui connaît encore de violents conflits malgré un accord de paix signé en 2015, connaît en plus une crise humanitaire avec près de 3 millions de déplacés et des dizaines de milliers de morts. Nous terminerons cette édition avec le 70e anniversaire du Festival d'Avignon. Un programme très riche est à l'affiche cette année avec plusieurs nouveautés dont le rapprochement entre le in et le off, et ce pour la première fois depuis la création du festival. Bienvenue, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cette première partie. Tout d'abord, Elena Gabrielian, donc du service russophone de RFI. Bonjour Elena. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et notre chroniqueur spécialisé en politique internationale, Marc Perlman, bonjour. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Nous allons donc commencer effectivement par ce sommet de l'OTAN. Donc c'est à Varsovie que ça se tient. C'est du 8 au 9 juillet. Il sera question du déploiement des troupes alliées supplémentaires en Europe de l'Est. Le président américain sera présent lors de ce sommet dans un contexte de relations très tendues entre Moscou et les pays occidentaux. Pour commencer, le secrétaire général de l'OTAN disait récemment qu'il y avait deux enjeux pour ce sommet, et je le cite: nous devons répondre à une Russie plus agressive à l'Est et à une instabilité nouvelle au Sud. Mais Elena, on le sait très bien, c'est plutôt la Russie qui va vraiment occuper le plus gros du programme. Oui, la Russie sera l'enjeu principal de ce sommet parce que l'OTAN considère que la Russie est une des menaces pour l'Europe et surtout les pays de l'Europe de l'Est après l'annexion de la Crimée et le conflit dans l'Est de l'Ukraine où la Russie apporte son soutien logistique et militaire aux séparatistes pro-russes. Et les pays de l'Europe orientale ont besoin de plus de protection de la part de l'OTAN, c'est ce qu'il affirme. Et à cet effet, l'OTAN a décidé justement de déployer plus de force dans ces pays-là, notamment en Pologne et dans les pays baltes. Et pour évoluer justement cette menace de la part de la Russie, les experts se basent sur deux critères: intention et capacité. La question, si la Russie a l'intention véritablement d'agresser ces pays, aujourd'hui, il n'y a pas à l'ordre du jour de M. Poutine, mais selon les capacités de la Russie, oui, Moscou est tout à fait capable, en marge des grands exercices effectués en Pologne par l'OTAN. Les responsables politiques de l'organisation ont reconnu que la Russie peut plus rapidement effectuer une agression contre ces pays que l'OTAN peut les contrer. Répondre. Marc, vous êtes d'accord? Parce qu'on parle ici de l'Est et du Sud, mais on sait très bien que l'Est va l'emporter certainement plus, même s'il y a, encore une fois, des enjeux au Sud aussi. Oui, il y a des enjeux immédiats. Il y en a deux essentiellement qui sont quand même plus ou moins liés. La Libye, l'instabilité en Libye. L'OTAN, par la voix de son secrétaire général, a dit qu'il n'y aurait pas d'intervention, sauf si le pouvoir légitime en Libye le demande. Le problème, c'est que pour l'instant, le gouvernement d'union nationale n'a que le nom d'union nationale, c'est loin d'être une réalité. Et s'il y a un mandat de l'ONU, donc une volonté d'être prudente, malgré les appels de certains ministres de la Défense occidentaux, à commencer par le ministre français de la Défense qui appelle à une intervention. Là, c'est vrai qu'il y a une volonté d'être prudente. Rappelons que c'est quand même l'OTAN qui était intervenue en Libye en 2011, Absolument. Avec le résultat que l'on voit de nos jours. Le deuxième sujet, c'est évidemment la crise des migrants. L'OTAN est prête à aider, à envoyer des bateaux pour patrouiller, pour faire en sorte que l'on ne voit plus ces terribles images de migrants qui meurent en mer. Mais c'est vrai qu'il y a une prudence parce que c'est une menace moins directe, beaucoup plus floue et donc plus difficile à appréhender pour l'OTAN. Alors, parlons un petit peu des provocations, si on peut dire, vis-à-vis de la Russie. On a vu dernièrement et tout récemment l'exercice Anaconda, par exemple, qui tient vraiment à montrer la force du flanc oriental de l'OTAN vis-à-vis de la Russie. Il y a aussi cette rencontre qui est censée avoir lieu avec le président ukrainien lors de ce sommet. Ce sont tous un peu des points qui poussent un peu contre le mur la Russie aujourd'hui ? Du point de vue russe, oui, clairement. Oui. Parce que les Russes s'appuient sur un accord qui avait eu lieu en 1997, selon lequel, je le cite, c'est l'acte fondateur OTAN-Russie, il ne peut pas y avoir de stationnement permanent de forces de combat alliées substantielles à la frontière de la Russie. Or, aujourd'hui, l'OTAN considère qu'avec ce qui s'est passé en Crimée,
cet accord est plus ou moins caduc. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on veut déployer ces brigades dont Elena parlait dès 2017 dans les pays baltes et en Pologne. Et pour la Russie, c'est une provocation, une rupture du contrat, entre guillemets, entre l'OTAN et la Russie après la fin de la guerre froide. L'opération Anaconda, c'est quand même très important. Et puis, c'est un message fort vis-à-vis de la Russie, Elena. Absolument. Ce sont des exercices sans précédent depuis la fin de la guerre froide, puisqu'il y a eu 30 000 soldats qui ont participé dans ces exercices dans le nord, dans le parti nord de la Pologne. Et puis, il faut savoir que quand on parle aussi de déploiement de ces troupes, il y a quand même un compromis qui a été trouvé au sein de l'Union européenne, parce que tous les pays n'étaient pas d'accord, européens et membres de l'OTAN, d'avoir vraiment le stationnement permanent. Donc le compromis, c'était par système de rotation, c'est-à-dire de 6 à 9 mois. Mais en même temps... C'est quasi permanent. Hein, c'est quasi permanent, effectivement. Et puis il faut savoir aussi que les chars américains vont faire aussi le retour à partir de 2017, alors que depuis la fin de la guerre froide, ils ont quitté le continent européen. Alors justement, parlons des Américains. Barack Obama sera à Varsovie. Alors, avant de parler de comment est-ce que c'est vu du côté russe, j'aimerais savoir quels sont les enjeux pour les Américains aujourd'hui. Comment est-ce que les Américains estiment un peu tout ce qui se passe, estiment important tout ce qui se passe dans le coin? Comment est-ce qu'ils voient cette politique offensive finalement vis-à-vis de la Russie? Alors c'est vrai que c'est avant tout un constat d'échec. On se rappelle qu'il y a quelques années, les Américains avaient dit il faut réenclencher, reset en anglais, la relation avec la Russie. Clairement, ça n'a pas fonctionné. Et donc, les États-Unis, Barack Obama rêvait d'un pivot vers l'Asie, s'éloigner de l'Europe, du Moyen-Orient. Il est aspiré vers les problèmes. Et c'est vrai que vis-à-vis de la Russie, aujourd'hui, il y a une grande défiance entre Washington et la Russie. Ce n'est pas une nouvelle guerre froide, mais quand même, c'est vrai que le climat est difficile et les Américains veulent réaffirmer leur présence. En effet, les chars, l'octroi de crédits, de troupes sur le sol européen et surtout dans les pays baltes qui sont très inquiets parce qu'il y a quand même eu, et il y en a encore, des provocations russes. Ils font voler des avions très près de ces pays sans ouvrir leur radar. Enfin, donc c'est vrai qu'il y a un climat de tension. On a toujours la crainte d'un accident aérien entre un avion de ces pays et un avion russe. Donc il y a une tension. Barack Obama va sans doute prendre des paroles symboliques à Varsovie pour réaffirmer que l'Amérique ne veut pas tourner le dos. Mais c'est pas une guerre froide, mais ça ressemble quelque part quand même un peu, non? Même les exercices de l'Anaconda, ils étaient dans l'esprit de la guerre froide et surtout l'ennemi, l'adversaire imaginaire était appelé l'Union des Rouges, qui fait oui, absolument. C'était les bleus contre les rouges en fait, hein, ce qu'on voyait. Alors, regardons un peu du côté russe. On a beaucoup entendu parler dernièrement Gorbatchev, l'ex-leader de l'Union soviétique. Lui, il estime en gros qu'il a été floué, qu'après la chute de l'URSS, on lui avait promis des choses qu'on ne tient plus, l'Occident ne tient pas du tout sa parole. Et il rajoute, les États-Unis mènent toujours une politique visant à imposer la démocratie par les chars et les bombes. Gorbatchev est très remonté contre les États-Unis. Oui, sauf qu'aujourd'hui, comme on a dit, les chars américains ont quitté l'Europe à la fin de la guerre froide et ils font leur retour alors que les chars russes, on les retrouve dans l'est de l'Ukraine. Et c'est la réponse de l'OTAN face à cette politique de la Russie. Évidemment, la Russie a l'impression que l'OTAN mène une politique révisionniste, c'est que l'OTAN retrouve son ADN en quelque sorte. Et ce sommet, d'ailleurs, on verra, qui a lieu à Varsovie, un endroit hautement symbolique, quand même, a l'intention de revenir à ce rôle initial de l'OTAN qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire à contrer à l'époque l'invasion communiste, l'avancée des communistes, et cette fois-ci l'invasion russe. Oui, d'ailleurs, on dit aujourd'hui que l'OTAN joue aussi un rôle politique. Enfin, on n'est plus que dans la sécurité, on n'est plus que dans du militaire. On est dans un échiquier politique sur lequel on fait bouger des pions et des cartes. Oui, quoi. mais c'est vrai que c'était sa raison d'être pendant la guerre froide. Il y avait l'OTAN, le pacte de Varsovie, il se faisait face, c'était une alliance politico-militaire. Et c'est vrai qu'elle cherchait un petit peu une nouvelle raison d'être. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a des tensions que c'est forcément une bonne chose, évidemment non, mais l'OTAN doit se redéfinir. Et c'est vrai qu'il y a aussi des pays qui sont candidats à l'adhésion à l'OTAN, à commencer par l'Ukraine. Et il y a une volonté pour l'instant de freiner les choses au sein de l'OTAN. Mais c'est vrai que si les tensions avec la Russie augmentent,
il y a des chances que ces pays qui veulent adhérer à l'OTAN, l'OTAN leur ouvre les portes, mais ça voudrait dire encore aller plus loin dans la tension avec Moscou. Et ce n'est pas souhaitable. On en est encore à espérer que la paix peut revenir, ou en tout cas que la guerre ne va pas. J'ajouterais aussi qu'il y a Moldavie et la Géorgie. Et puis récemment, un signal fort a été envoyé à la Russie. Monténégro, désormais, fait partie aussi de l'OTAN. Alors justement, l'OTAN aujourd'hui, tous ceux qui le critiquent ont peur que cette organisation prenne de plus en plus de force. Le Brexit dans tout ça, puisque la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, cette Union européenne qui se fissure aujourd'hui perd du coup des forces. Est-ce que ce n'est pas propice justement à une organisation telle que l'OTAN, sous commandement américain, tel que le disent tous ceux qui critiquent, parce que c'est aussi ça qui pose problème et qui rappelle du coup la guerre froide. Est-ce que le Brexit ne risque pas plutôt d'aider un peu l'OTAN dans cette visée d'expansion, si je puis dire? Je ne pense pas que ça va forcément changer l'attitude de l'OTAN. C'est plus... Mais ça aide ou pas? Je pense pas. Enfin, je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, si la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne comme les Britanniques l'ont décidé, son rôle dans l'OTAN va être vraiment clé. Parce que c'est vrai que la France, notamment, a des partenariats militaires assez proches avec la Grande-Bretagne, que le fait qu'elle sorte de l'Union européenne. Donc c'est vrai que la Grande-Bretagne devient encore plus importante dans l'OTAN et que les Américains vont sans doute vouloir renforcer ce lien avec la Grande-Bretagne à travers l'OTAN. Ils ont déjà proposé de l'aide par rapport à la Grande-Bretagne. Absolument, mais je ne pense pas que ça va totalement changer la position de l'OTAN et de la Grande-Bretagne. Pourtant, en Russie, quelques secondes, ça risque de changer quelque chose, vous pensez? C'est surtout la vision de la Russie. On considère que après Brexit, l'OTAN va devenir encore plus anti-russe et il y aura un nouvel axe qui va se créer anglo-saxon. Et c'est les Britanniques avec les Américains vont exercer plus de pression sur l'Union européenne qui est un petit peu plus divisée. C'est la vision donc de la Russie. La Grande-Bretagne, en sortant de l'Union européenne, on a peur qu'elle adhère un peu plus à la politique américaine que rester proche finalement d'une vision européenne. Et surtout, les Russes, ils proposent aux Européens de développer une autre politique avec les Russes, donc une politique, si vous voulez, plus rapprochée, et de considérer ces pays plutôt du voisinage commun et pas de voisinage européen seulement. Merci beaucoup, Elena. Merci à vous, Marc. Je vous retrouve juste après le bulletin d'information, donc pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite.